L'air vif de l'automne portait une tranquillité trompeuse en ce jour fatidique d'octobre 1984. Niché au milieu des collines des Vosges, dans l'est de la France, le village de l'Épange-sur-Vologne semblait à l'abri du drame qui allait se dérouler. Grégory Villemain, 4 ans, portrait de l'innocence enfantine avec ses joues roses et ses yeux brillants, jouait devant la maison de ses grands-parents, son rire résonnant dans l'après-midi calme. Mais alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur le paysage idyllique, un silence glacial s'est abattu sur le village. Grégory avait disparu. La nouvelle de la disparition du jeune garçon s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant une vague de panique et de peur qui a balayé la communauté soudée. Des recherches effrénées ont été immédiatement lancées, les villageois ratissant les bois et les champs environnants, leur espoir s'amenuisant à chaque heure qui passait, alors que l'obscurité enveloppait la vallée, projetant une lueur étrange sur les eaux tumultueuses de la Vologne. Un sentiment d'effroi s'est installé parmi les équipes de recherche. Leurs pires craintes se sont rapidement réalisées. À 21h, le corps sans vie de Grégory a été découvert plusieurs kilomètres en aval, ses petites mains et ses pieds liés avec une corde. L'image du jeune garçon, le visage pâle et sans vie, ses vêtements trempés d'eau glacée de la rivière, a provoqué une onde de choc dans toute la France. La tranquillité idyllique des Vosges avait été brisée, remplacée par une question glaçante qui allait hanter la nation pendant des décennies. Qui pouvait commettre un acte aussi odieux contre un enfant innocent ? Le meurtre de Grégory Villemain a marqué le début de l'un des mystères les plus durables de la France. Une affaire labyrinthique qui allait révéler de profonds secrets de famille, déclencher une frénésie médiatique et changer à jamais la vie de ceux qui ont été touchés par son ombre. L'enquête allait s'éterniser pendant des années, marquée par une série d'erreurs, de fausses pistes et de rebondissements dramatiques qui ont captivé et déconcerté la nation. Aujourd'hui encore, la question demeure: qui a tué le petit Grégory ? Dès le départ, l'enquête sur le meurtre de Grégory a été entravée par un manque de preuves matérielles et un réseau complexe de relations familiales. Les enquêteurs se sont rapidement intéressés à un personnage mystérieux connu sous le nom du Corbeau, qui terrorisait la famille Villemain avec des lettres anonymes et des appels téléphoniques depuis des années. Ces messages menaçants, remplis de venin et de menaces, pointaient vers une haine profonde au sein de la famille, suggérant que le tueur n'était pas un étranger, mais quelqu'un qui connaissait intimement Grégory et ses proches. Alors que la police se penchait sur l'histoire de la famille Villemain, leurs soupçons se sont portés sur Bernard Laroche, un cousin du père de Grégory, Jean-Marie Villemain. Laroche, un jeune homme perturbé, avec un passé instable, avait été désigné par plusieurs témoins comme un suspect potentiel, et un expert en graphologie a affirmé que son écriture présentait des similitudes frappantes avec celle du Corbeau. De plus, Muriel Boll, la belle-sœur de Laroche, a fourni un témoignage qui le plaçait sur la scène du crime. Sur la base de ces preuves, Laroche a été arrêté et accusé du meurtre de Grégory. Cependant, l'affaire contre lui était loin d'être solide. Muriel Boll s'est rapidement rétractée, affirmant avoir subi des pressions de la part de la police, et l'analyse graphologique a ensuite été jugée non concluante. Néanmoins, les soupçons entourant Laroche ont continué de croître, alimentés par la couverture médiatique implacable qui avait transformé l'affaire en une obsession nationale. La famille Villemain, déchirée par le chagrin et la suspicion, s'est retrouvée au centre d'une tempête médiatique, chacun de ses mouvements étant scruté et disséqué par un public avide de réponses. L'enquête a pris une tournure dramatique en 1985, lorsque Jean-Marie Villemain, rongé par le chagrin et convaincu de la culpabilité de Laroche, a fait justice lui-même. Guettant devant la maison de Laroche, Villemain a abattu son cousin de sang-froid. Un acte de vengeance qui a stupéfié la nation et ajouté une autre couche de tragédie à une affaire déjà complexe. L'acte de Villemain, bien que compréhensible pour certains comme l'acte désespéré d'un père endeuillé, a encore compliqué l'enquête et jeté une ombre sur la recherche du tueur de Grégory. Bien avant la découverte du corps sans vie de Grégory dans la Vologne, un sinistre courant de peur et de paranoïa avait déjà commencé à empoisonner la famille Villemain. Pendant des années, ils avaient été la cible d'une campagne de harcèlement implacable orchestrée par un individu anonyme connu uniquement sous le nom du Corbeau. Ce personnage sombre, animé par un sens de la vengeance tordue, cherchait à tourmenter et à détruire les Villemain de l'intérieur, utilisant une série de lettres et d'appels téléphoniques glaçants pour semer la discorde et la suspicion parmi eux. La première de ces missives, venimeuses, est arrivée en 1981.
peu après que Jean-Marie Villemain ait reçu une promotion à la scierie locale. La lettre, griffonnée d'une écriture enfantine et truffée de fautes d'orthographe, exprimait une jalousie amère envers le succès de Jean-Marie, l'accusant d'être un prétentieux et un traître à sa famille. Au cours des 3 années suivantes, les lettres ont continué d'arriver avec une régularité alarmante, chacune plus haineuse et menaçante que la précédente. Le Corbeau semblait posséder une connaissance étrange des secrets de la famille Villemain, faisant souvent référence à des détails intimes de leur vie et de leurs relations, que seule une personne proche d'eux pouvait connaître. À mesure que le harcèlement s'intensifiait, les lettres ont commencé à prendre une tournure plus sinistre. Le Corbeau a juré de faire payer aux Villemain leurs prétendues transgressions, menaçant de les détruire et de les faire souffrir. La peur et la paranoïa sont devenues palpables au sein de la famille, qui a commencé à soupçonner tous ceux qui les entouraient. Leurs relations autrefois étroites se dissolvant dans un mélange toxique de méfiance et de suspicion. Le préjudice psychologique subi par les Villemain était incommensurable, car ils vivaient dans un état de peur constant, ne sachant jamais quand ni où le Corbeau frapperait ensuite. L'identité du Corbeau reste l'un des mystères les plus durables de l'affaire Grégory. S'agissait-il d'un individu isolé agissant seul, ou y avait-il plusieurs personnes impliquées dans le complot élaboré visant à terroriser les Villemain? Était-ce un parent jaloux, un ancien ami mécontent, ou quelqu'un d'autre entièrement? La réponse, comme tant d'autres dans cette affaire complexe et tragique, reste insaisissable. L'enquête sur le meurtre de Grégory Villemain a été marquée par une série de faux pas, de manque de communication et d'erreurs flagrantes qui allaient finalement faire dérailler la poursuite de la justice et laisser l'affaire entourée de controverses. Dès le début, les gendarmes chargés de l'enquête ont été critiqués pour leur gestion des preuves, ou plutôt leur absence. Des occasions cruciales en matière de criminalistique ont été manquées, et des témoins potentiels n'ont pas été interrogés en temps opportun, laissant passer un temps précieux, alors que la piste se refroidissait de jour en jour. À ce chaos et à cette confusion, s'est ajoutée l'intense attention médiatique qui a entouré l'affaire. Les journalistes, avides de toute information susceptible de fournir un nouvel angle à l'histoire, ont déferlé sur le petit village de l'Épanche-sur-Vologne, transformant la tragédie en un spectacle macabre. La présence constante de caméras et de microphones n'a fait qu'accroître la pression sur les enquêteurs, qui peinaient déjà à naviguer dans les complexités de l'affaire. La frénésie médiatique a atteint son paroxysme avec l'arrestation de Bernard Laroche, les journaux et les chaînes de télévision assurant une couverture médiatique continue des développements. Cependant, l'affaire contre Laroche a commencé à s'effondrer sous l'examen minutieux, car les preuves qui avaient initialement semblé si convaincantes se sont révélées erronées ou circonstancielles. La rétractation du témoignage de Muriel Boll, associée au doute sur la validité de l'analyse graphologique, a jeté une ombre sur l'accusation. Le juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, déjà sous le feu des critiques pour sa gestion de l'enquête, est devenu un paratonnerre, beaucoup l'accusant d'être dépassé par les événements et de laisser son jugement être obscurci par l'attention médiatique. La décision de Lambert de libérer Laroche de prison en février 1985, malgré la gravité des accusations portées contre lui, a suscité l'indignation d'une partie du public et alimenté la conviction de Jean-Marie Villemain que son cousin était coupable. 2 mois plus tard, Villemain a fait justice lui-même, abattant Laroche dans ce qu'il a qualifié d'acte de vengeance pour le meurtre de son fils. L'acte de Villemain, bien que compréhensible pour certains comme l'acte désespéré d'un père endeuillé, a encore compliqué l'enquête et jeté une ombre sur la recherche du tueur de Grégory.